Et très rapidement, j'ai appris qu'il y avait des gens dans ce centre qui étaient dans un lieu qui était totalement fermé, avec une clôture, comme dans les monastères, et qui étaient là en retraite pendant 3 ans. Et ça m'a fasciné sans que je comprenne en fait la raison de cette fascination. Et progressivement, je me suis rendu compte que c'était mon chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait que je passe par là. Je ne savais pas pourquoi, j'ai pas eu spécialement de désir d'y aller, mais un appel profond en moi, en fait, de dire mais il faut que tu passes par là. Moi, je trouve pas désirable les sociétés de Klaus Schwab, d'Elon Musk et compagnie. J'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont réellement envie de vivre dans ce monde-là. Donc ça, c'est mon postulat de base. Et de cette base-là, ce qui me meut et ce qui me fait me lever le matin, c'est finalement, il y a quand même encore une place pour la spiritualité, pour des choses plus importantes, plus essentielles, pour une philosophie de vie, pour une manière de plus grande de voir les choses. Et heureusement, il reste en fait une capacité à cela. Et en fait, ce qui me fait me lever le matin, la force qui me lève le matin, c'est comment en fait on peut partager cela, comment on peut continuer à partager cela, comment on peut éveiller un petit peu les personnes dans le fait d'avoir des réflexions plus profondes, de voir les choses au-delà du plan matériel. Aussi d'amener dans cette souffrance de la société moderne, dans cette difficulté de vie de la vie moderne, particulière à la modernité, d'amener un peu de réconfort, d'amener un peu de soin, d'amener un peu de chaleur humaine, d'amener un peu de compassion. À partir du 19e siècle, peut-être même un peu avant, mais moi je reviens au 19e siècle parce que c'est lié, je pense, à l'industrialisation. La médecine s'est détachée de la philosophie, la médecine s'est détachée de l'humanisme pour devenir une mécanique chimique. Elle s'est prise pour une science qu'elle n'est pas. La médecine, c'est un art. C'est un art avec des bases scientifiques. Et elle s'est détachée et elle a commencé à considérer le corps et la santé comme quelque chose de totalement mécanique. Ça, c'est problématique. Et moi, je suis pour une santé holistique, une santé qui prend en compte la totalité de la personne. Et une santé sur mesure. On ne traite pas des symptômes, on ne traite pas des maladies, on soigne des personnes. Et des personnes dans leur globalité. Et dans cette globalité, il y a la dimension physique, il y a la dimension psychologique et il y a la dimension spirituelle. C'est aussi une lutte philosophique profonde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être souverain ? Peut-on être souverain politiquement si déjà on n'est pas souverain de soi profondément ? Si on n'est pas souverain de sa santé, si on n'est pas souverain de ses émotions, mais si on n'est pas souverain aussi déjà intérieurement ? La réflexion, elle est au niveau de qu'est-ce qui nous a servi au quotidien ? Est-ce que c'est le politique uniquement ? Est-ce que c'est l'économique ? Ou est-ce qu'il y a aussi un certain nombre de servitudes intérieures beaucoup plus profondes qui en fait nous empêchent de vivre pleinement la libération, de vivre pleinement la liberté intérieure. Bonsoir et bienvenue dans ce 9e épisode de la série Citoyens extraordinaires en direct du Front médiatique. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Éric Le Gall, un citoyen peu ordinaire parce qu'il a commencé sa carrière en tant qu'économiste dans une grande entreprise avant de complètement changer de direction. C'est ainsi qu'il est parti pour une longue retraite de 3 ans et 3 mois dans un centre bouddhiste et que sa vie a complètement changé. Il nous racontera ça dans un instant. Bonsoir Éric. Bonsoir Clément. Alors je vous rappelle, chers internautes, que cette émission se déroule en direct, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires et à poser vos questions à notre invité dans le chat. Je vous rappelle aussi que le Front médiatique est un média indépendant, que je suis, comme Akina et les autres membres de l'association, totalement bénévole, donc votre soutien nous est précieux, notamment en partageant nos vidéos autour de vous.
Merci pour votre présence ce soir et Eric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben, Alors Eric, merci de l'invitation déjà. C'est un honneur pour moi d'être là et d'être sur ce média que j'apprécie beaucoup. Et voilà, ben, c'est une belle rencontre et je suis content d'être là ce soir. plaisir partagé. Alors, question préliminaire, toute bête, hein, comment vas-tu ce soir? Et puis, peux-tu te présenter à notre communauté en quelques minutes? Eh ben, je vais bien, merci, merci. Je suis en pleine santé, donc tout va bien. Bah, me présenter, oui, simplement. Je m'appelle donc Éric Le Gall, j'ai 45 ans, et puis, bah, comme tu l'as dit, j'avais une première carrière très ordinaire dans le monde de l'entreprise, le monde du travail. J'étais économiste dans plusieurs entreprises. Et puis, à l'âge de 30 ans, j'ai fait une crise existentielle véritable qui m'a amené à revoir réellement le sens de ma vie. En fait, ça a pris quelques années d'y réfléchir, mais je me disais, mais en fait, ça se trouve, j'ai 30 ans et j'ai pas envie de continuer dans cette vie-là et me retrouver à 50 ou 55 ans en me disant, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ton existence? Donc, l'idée d'être un instrument d'entreprise pour créer du profit, pour générer de la marge, etc., ce qui était mon travail, et je trouvais ça de plus en plus absurde. Et puis, j'ai eu la chance de me retrouver dans 2 voyages, un en Inde et au Népal d'abord, et je me suis retrouvé ensuite au Bhoutan. Et ça a reconnecté un certain nombre de choses, qui étaient un désir que j'avais étant jeune, de quête de sens, de quête de compréhension de soi, de quête de quelque chose de plus grand et de plus essentiel que la vie ordinaire. Et c'est comme ça que, eh ben, en cherchant des enseignements de méditation, me suis retrouvé dans un centre bouddhiste en Savoie qui s'appelle Karmaling. Et j'ai commencé à y aller, et puis j'y suis allé de plus en plus, et puis j'y suis allé très très régulièrement, jusqu'à arriver à un moment donné où j'ai démissionné, j'ai tout abandonné, et je m'y suis installé. Et j'y ai vécu 7 années, presque 8, dont 3 années en retraite de méditation, voilà, 3 années et demie en retraite de méditation, fermée avec un groupe. Et avec ma vie, en consacrant totalement ma vie à la quête spirituelle, à la recherche, à la méditation, et à essayer trouver la compréhension de soi, la compréhension, comme on dit dans la tradition du Bouddha, la compréhension de la nature des choses et la nature de son esprit. Voilà. J'ai terminé cette retraite en 2014, j'en suis sorti, et puis après un certain moment de flottement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce j'imagine que ça doit faire qu'on bizarre va le retour à faire? la vie normale. Tout à fait, on pourra en reparler, mais là, je voudrais juste brosser rapidement le portrait. Et donc, je me suis retrouvé à me poser la question, qu'est-ce que tu vas faire maintenant de ta vie? Et à quoi tu vas te consacrer pour le reste, dans le bon sens de consacrer, vraiment de donner une dimension sacrée aux choses. Et rapidement, je me suis dit, tiens, ce qui serait intéressant, c'est, je connais bien le monde de l'entreprise, et c'est un monde qui manque totalement de sagesse. Et qu'est-ce que je peux faire pour apporter un peu de sagesse à ce monde de l'entreprise, ce monde économique? Et je me suis donc formé pour pouvoir accompagner des entreprises dans une quête de spiritualité, de sagesse, de revenir à l'essentiel en fait dans le monde du travail et dans le monde économique. Puis voilà, donc ça a été 4-5 années voilà, jusqu'à la crise du Covid. Et la crise du Covid m'a amené à un nouveau questionnement profond, qui était de me dire, mais en fait, il y a un problème. Il y a un problème fondamental qui est l'état de santé des gens et la manière dont ils ne prennent pas, dont dans nos sociétés, on prend plus soin de sa santé. Et à quel point, en fait, c'est avilissant, c'est asservissant de ne pas prendre en compte sa propre santé, de ne pas avoir une hygiène de vie.
Barbara Stiegler a un mot très, très juste là-dessus. Elle dit c'était pas une pandémie, c'était une syndémie. Une syndémie, ça veut dire que ça a révélé en fait l'état de santé pitoyable de nos sociétés modernes industrielles. Ça a révélé tous les problèmes liés au diabète, liés à la malbouffe, liés à la pollution, liés à la vieillesse, à la vieillesse en mauvaise santé, etc. Et face à ce questionnement, et face aussi au fait que je me retrouvais dans mon propre travail confronté à de plus en plus de gens en souffrance pas seulement psychologique, en souffrance mentale, en souffrance sanitaire. Et finalement, je me suis dit, à un moment donné, j'ai eu une évidence, et cette évidence m'a amené à la naturopathie. Donc, je me suis formé à cela, et à essayer aussi de devenir un éducateur en santé. Et la naturopathie telle que je la conçois, c'est vraiment la naturopathie qui n'est pas juste de donner quelques recettes, quelques plantes pour aller mieux. C'est pas être un professionnel du bien-être, c'est une véritable philosophie. Une philosophie de vie héritière de la philosophie grecque, du vitalisme, de l'hygiénisme, de la considération, voilà, une vraie sagesse millénaire en fait, de prendre soin de sa vie. Et finalement qu'il y a un lien complet entre la santé et la manière dont on prend en compte sa santé et la spiritualité, qui était déjà mon domaine en fait. Alors que ce lien est complètement rompu en Occident. Hein, on a d'un côté la médecine qui se prend pour une science, et de l'autre, en fait, la spiritualité qui est rejetée dans la sphère privée comme quelque chose de totalement annexe, qui n'a plus d'importance. Hein. On est aujourd'hui dans une société ultra-matérialiste qui ne considère plus du tout aucune nécessité d'une réflexion profonde, métaphysique, de compréhension de l'indicible, de compréhension de ce qu'il y a de plus important que soi, qui a au-delà de la matière, de l'inconditionné, on dirait en bouddhiste. La nécessité de retisser ce lien. Et la naturopathie, qui a vraiment cette dimension philosophique profonde, selon moi, était un bon moyen, un bon véhicule pour cela. Voilà. Et donc j'ai créé en 2021, en 2022, l'Institut de santé et sagesse intégrale, qui justement est un institut qui vise à éduquer et à transmettre l'idée en fait de ce lien profond entre santé, spiritualité, sagesse, philosophie, et de considérer la santé non pas comme simplement un bien-être, non pas comme simplement une médecine, mais comme un véritable art de vivre, un véritable mode d'être d'homme intégral finalement, qui prend en compte son esprit, qui prend en compte sa respiration, ce qui anime cet esprit et ce corps, et son corps. Et il y a vraiment dedans aussi, on y reviendra certainement, je développerai, l'idée aussi d'une autonomie et d'une liberté, c'est-à-dire de regagner, et ça c'est vraiment l'héritage de moi, ce que j'ai compris de la crise sanitaire de 2020-2022, vraiment aussi la compréhension de l'importance de remettre au centre de la santé la liberté et l'autonomie. Voilà. Voilà pour un premier passage rapide sur qui je suis, d'où je viens, d'où je parle, etc. Merci. Bah déjà, on a un petit peu le programme de la soirée avec toutes ces étapes un petit peu qu'on va peut-être un peu approfondir justement. Et en commençant par cette retraite, moi j'ai envie tout de suite de te questionner un petit peu sur ton expérience que tu as vécue dans cette retraite bouddhiste, parce que tout le monde n'est pas capable, j'ai l'impression, enfin peut-être que si, tu nous diras ça justement, de rester un petit peu même beaucoup en retrait en fait du monde pendant 3 ans, enfin même plus de 3 ans, parce qu'au final, tu dis que tu es resté 7 ans. Et peut-être nous rappeler aussi le centre exactement. Tu as parlé de Karmaling, peut-être pour que je puisse mettre aussi pour les gens le lien vers cette retraite si ça les tente. Mais voilà, peut-être que ce que je t'invite, cher Eric, c'est à
à nous raconter un petit peu les moments forts, les découvertes, vraiment les transformations profondes que tu as vécues pendant cette retraite. En fait, faut commencer par la compréhension que le bouddhisme, qui est dont la vision est quand même assez déformée en Occident à cause d'une méconnaissance, c'est pas une simple philosophie, c'est pas une simple quête de bien-être, et c'est pas non plus une quête de bonheur. Voilà. Le bouddhisme, c'est une ascèse de vie qui vise en fait à se libérer profondément par la compréhension de soi et la compréhension du monde qui nous entoure. Et cela, ça passe par une ascèse. En comprenant ce qu'on veut dire par ascèse, Pierre Hadot faisait le lien entre le mot ascèse et le mot exercice. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée d'un entraînement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'entraîner pour se transformer profondément. Et c'est cela la voie du Bouddha. C'est la voie d'une transformation profonde intérieure. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allé dans ce centre Karmaling qui se trouve en Savoie, l'Institut Karmaling. Aujourd'hui, ça s'appelle la Buddha University parce que veut devenir une université bouddhiste, comme étaient les grands monastères tibétains, les grands monastères indiens du début de la tradition bouddhique, qui étaient des véritables universités. Alors des universités qui n'étaient pas seulement des universités où on réfléchissait et où on étudiait, mais il y avait ces deux pendants, l'étude d'un côté et la pratique méditative de l'autre, qui éclaire l'étude et la compréhension par l'étude. Et donc j'y allais, je faisais des courtes retraites, des week-ends, etc. Et très rapidement, j'ai appris qu'il y avait des gens dans ce centre qui étaient dans un lieu qui était totalement fermé, avec une clôture, comme dans les monastères, et qui étaient là en retraite pendant 3 ans. Et ça m'a fasciné sans que je comprenne en fait la raison de cette fascination. Et progressivement, je me suis rendu compte que c'était mon chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait que je passe par là. Je ne savais pas pourquoi. J'ai pas eu spécialement de désir d'y aller, mais un appel profond en moi, en fait, de dire mais il faut que tu passes par là. Alors ça a été compliqué, il a fallu se préparer, il a fallu lever un certain nombre d'obstacles. C'est pas si évident que ça de se dire je vais m'isoler du monde totalement pendant 3 ans et demi. Donc, dans cet isolement, on n'a pas accès à ce qui se passe dans le monde extérieur. On est limité à un peu de courrier de temps en temps. Et on revient à quelque chose où on se consacre pleinement et uniquement à la voie spirituelle. Et c'est un cadeau formidable, en fait, de pouvoir, dans une vie, consacrer 3 années complètes, sans souci extérieur, parce que tout est fait pour que on n'ait pas de contraintes extérieures qui viennent nous embêter, si on s'organise bien, de pouvoir se consacrer à la quête la plus profonde, la quête de la compréhension de soi, la quête de la compréhension de son esprit, etc. 3 années, donc à cela, 15 heures de méditation par jour minimum, 1000 jours. Voilà, donc il faut effectivement, par rapport à ta question, je pense que c'est pas pour tout le monde. Et heureusement, il n'y a pas assez de centres de retraite pour que tout le monde y aille. C'est pour des gens qui, à un moment donné, se sentent attirés, sentent qu'il y a quelque chose de plus large, de plus grand, et que ça nécessite d'y consacrer une part importante de sa vie, et de s'y consacrer pleinement. C'est une vie complexe, une vie de yogi, parce qu'en fait, c'est une vie yogique. Yogique, on est des yogis qui pratiquent du yoga, qui pratiquent de la méditation. En comprenant que la méditation est une forme de yoga et que le yoga est une forme de méditation. Et on en ressort, chaque retraitant a une expérience différente, mais on en ressort profondément transformé, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. Voilà. Tu me posais la question de ça doit pas être évident de sortir qu'est-ce qui se passe quand on ressort et qu'on revient dans le monde.
c'est effectivement, on s'isole pour pouvoir se consacrer à sa quête. Effectivement, moi, je me souviens, le premier choc a été la première fois que j'ai repris une voiture. Je suis remonté dans une voiture, la voiture allait à 20 à l'heure et j'avais l'impression d'être sur une autoroute à 200. En fait, j'avais juste plus l'habitude en fait d'être en déplacement, par exemple. La première fois que je suis allé à Paris revoir mes parents, l'arrivée à la gare de Lyon a été épique. Je me suis retrouvé vraiment d'avoir l'impression d'être complètement déphasé par rapport à ce monde. Je suis entré en retraite, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de tablette. Je suis ressorti, tout le monde avait son smartphone et sa tablette dans les mains partout, dans les transports, etc. C'était un changement assez étonnant, en fait, de voir comment en 3 ans, les choses changent et, et le monde, en fait, change. À quel point on s'était connecté d'un coup à des choses qui n'existaient pas quand j'étais, quand je suis entré en retraite. Alors, tu as un petit souci. Je sais pas ce Pardon, qui j'ai se un petit passe. souci de caméra, mais tout va bien. C'est de mon côté. Pardon. Voilà. Je sais pas que dire de plus. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, Oui, peut-être quelques moments forts, tu vois, vraiment des moments, parce que pendant ces 3 ans et demi d'isolement, il a dû se passer des hauts, des bas, tu vois, des moments qui ont peut-être marqué vraiment. Tu vois, si on te demandait le moment ou 2 moments vraiment dont tu te souviens de cette période-là, qu'est-ce qui te viendrait spontanément à l'esprit? c'est difficile. Il y a des choses qui sont trop intimes pour être partagées comme ça. Mmh. Et aussi, il y a le secret de l'initiation qui empêche de parler en fait de choses qui ont pu se passer. Il y a eu un moment fort. Le premier, c'est au bout d'un an à peu près. C'est le jour où j'ai compris enfin ce qu'était la méditation. Donc, ça faisait déjà 4 ans que je pratiquais, 3 ans que je pratiquais, 4 ans presque. Et il m'a fallu 1 an de retraite pour comprendre ce qu'était la méditation. Ça a été un changement radical, ouais, effectivement, dans ma pratique. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est déposé à ce moment-là, je pense. Et puis, des moments indicibles de bonheur, des moments de légèreté, des moments où on comprend en fait une compréhension que l'expérience habituelle que l'on a de soi, en fait, c'est qu'une expérience parmi d'autres possibles. Et qu'il y a tellement d'autres possibilités, il y a tellement d'autres expériences corporelles, expériences de l'esprit qu'on peut faire qui sont extraordinaires. Et tout ça sans psychédélique, donc c'est sans substance. Et donc, effectivement, ça change fondamentalement. Ce que ça m'a apporté, c'est un regard totalement différent sur le monde qui m'entoure. C'est-à-dire que ça m'a complètement dématrixé d'une certaine manière. Ce qui explique encore une grosse partie du décalage que je ressens encore aujourd'hui, qui a été difficile à vivre au début, hein, de se sentir marginal presque dans la société, d'avoir l'impression de ne pas avoir du tout les mêmes valeurs, de ne pas partager la même vision du monde, de ne pas partager la même manière de vivre, etc. Et qui aujourd'hui ne me dérange plus du tout. C'est-à-dire que vraiment j'ai intégré la phrase de Krishnamurti qui disait que c'est un signe de santé que de se sentir décalé dans une société profondément malade. Et c'est vrai que notre société est profondément malade et que je suis très sensible à cela. C'est quelque chose que je n'étais pas forcément sensible avant. Voilà. Mais de manière générale, je dirais une grande ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, voilà, c'est ce que ça a généré le plus, certainement. Tu as dit qu'il t'avait fallu du temps, en fait, plusieurs années même pour comprendre ce que c'était que la méditation. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu, du coup, maintenant ta définition, ta vision de cette pratique? Au début, on fait beaucoup d'efforts. Enfin, moi, je faisais beaucoup d'efforts pour simplement m'asseoir, rester là et ne rien faire. Évidemment, méditation, si on y réfléchit, c'est ne rien faire. Et j'avais un esprit très complexe, très compliqué, et qui faisait beaucoup d'efforts pour ne rien faire, pour juste se poser. Et un jour, j'ai compris que pour rien faire, c'était simple, il n'y avait rien à faire.
Et ça a été effectivement comme un éclair dans la nuit qui m'a amené une grande ouverture et qui m'a complètement changé en fait ma manière de considérer la méditation. C'est-à-dire que l'effort n'était plus un effort sous forme de force, de contrainte, mais un effort sous forme de persévérance, d'essayer de rester avec cela. Effectivement, la méditation, c'est peut-être l'expérience la plus simple et la plus banale qui soit. Mais on est tellement complexe dans nos vies, on est tellement perdu dans le mental, on est tellement en train de rajouter toujours des choses à notre expérience que cette simplicité, en fait, nous paraît inatteignable au départ. Et donc, on est obligé de passer effectivement par des pratiques qui sont déconcertantes. C'est difficile de rester attentif, c'est difficile de se concentrer, c'est difficile d'être attentif aux choses, c'est difficile de s'ouvrir, c'est difficile de laisser passer les pensées, etc. Mais en fait, il n'y a pas de difficulté. C'est quand on a compris qu'il n'y a pas de difficulté qu'il y a quelque chose qui va vraiment avoir un impact. Mais pour ça, il faut l'expérimenter. C'est-à-dire qu'il faut passer par la difficulté pour comprendre la facilité. Tout est paradoxe. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que il faut vraiment faire l'expérience pour comprendre cela. Merci pour ce partage. J'en profite juste pour mettre un tout petit peu, voilà, la vignette de l'émission. Je ne voulais pas que ça nous coupe et que ça pollue ton propos. Donc, je nous mets cette petite vignette. Du coup, j'ai envie de revenir, si tu le permets, si tu as envie, Eric, encore sur quelques petites anecdotes sur ta sortie. Moi, je suis friand de ça parce que, alors, je ne sais pas si je peux raconter ça, mais tu as ton expérience aussi de dormir, même pas allongé. Bon, ça, c'est quelque chose que tu m'avais partagé hors antenne. Est-ce que tu veux le partager ou d'autres choses vraiment qui te permettent avec ce décalage? J'ai une anecdote. J'ai été interrogé par Arte, la télé, avant d'entrer en retraite, qui faisait un reportage sur, je ne sais plus dans quel cadre, quelle émission, sur des jeunes de moins de 30, de 25 à 35 ans, qui avaient des projets de vie inhabituels, on va dire. Et donc, ils sont venus nous filmer, et j'étais un des personnes qui ont filmé, finalement, c'est moi qui les ont retenus. Et puis, donc, je raconte cette histoire qu'effectivement, pendant la retraite, on dort assis dans un caisson de méditation. Ça avait tellement étonné les journalistes qu'à la fin, il dit non, mais nous, on n'a pas envie de dormir debout. Quoi. J'ai jamais dit qu'on dormait debout, mais pour eux, c'était tellement dingue. C'est vrai que ça choque les personnes de se dire, mais pendant 3 ans, tu ne t'es jamais couché pour dormir. Eh bien non, pendant 3 ans, je ne me suis jamais couché pour dormir, on dort assis. L'objectif de cela, en fait, c'est vraiment d'apprendre à intégrer le sommeil dans la pratique. C'est des techniques yogiques avancées. Je ne vous conseille pas de le faire. Il faut vraiment être dans un cadre particulier pour le faire. Dans un cadre de retraite, ça ne se fait pas en dehors d'un cadre de retraite. Hein. Ce serait un peu ridicule. Mais l'idée, en fait, c'est de comprendre qu'on peut vivre le sommeil dans d'autres états que le sommeil profond dont on ne se souvient de rien. Est-ce que ça s'appelle un peu le rêve éveillé, justement? Quelque chose comme ça? Oui, il y a des pratiques de rêve conscient, de rêve éveillé, par exemple. Et aussi de retrouver un peu de conscience du sommeil profond, qui est encore plus compliqué que la conscience du rêve. Voilà. Et donc, c'est des choses qui permettent d'avoir accès, en fait, au fond de l'esprit. C'est-à-dire que quand on enlève les couches de la cognition superficielle, qu'est-ce qui reste de la conscience? C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'expérience, dualiste, objet, sujet, objet, qu'est-ce qui reste profondément?
C'est ça, en fait, la quête. Et donc, d'avoir un sommeil un peu moins profond parce qu'on est assis permet, en fait, d'avoir accès à cela. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Moi, ça m'a pas, c'est pas les pratiques qui m'ont le plus marqué. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un avantage, c'est que je dors beaucoup plus facilement dans l'avion. Il n'y a pas trop de turbulences. Mais voilà, donc c'est une pratique. Alors, on me demande souvent combien de temps pour arriver à s'habituer à ça. 3 ans. Combien de temps pour s'en déshabituer? Une nuit. Dès qu'on retrouve un matelas, on est très content. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on dort pas. Et en fait, il n'y a pas de souci parce que, étant donné qu'en retraite de 3 ans, on ne fait rien d'autre que de méditer, en fait, il n'y a pas tout ce poids de la fatigue, de gens qui travaillent, etc. Donc, finalement, la fatigue ne s'accumule pas. Au début, oui, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais on peut aussi apprendre à se détendre dans d'autres états que le sommeil, dans des états méditatifs, etc. Et c'est aussi ça qui est intéressant, finalement, c'est de voir qu'on peut être bien et on peut se ressourcer, en fait, sans forcément avoir besoin d'autant de sommeil. Voilà. D'accord, ben merci oui, pour ces petites, ces petites, expériences. Enfin, là, je rappelle, hein, que tu parles d'expérience, Eric, hein, que tu as vraiment passé, Mhm. ces années parce que pour certains, ça peut paraître un peu fou, mais voilà, te connaissant par ailleurs, je peux témoigner que qu'on a eu du mal à te joindre pendant un certain temps. Alors à côté de cette expérience, j'avais envie de te demander un peu aussi, Eric, te questionner sur ta vision du monde, tu vois, tes sujets de prédilection, ce qui te meut aujourd'hui, ce qui fait que tu te réveilles un petit peu le matin, ton ikigai quelque part. Bon, c'est une vaste question, mais je te laisse commencer par les sujets que tu as envie de. Voilà. Ma vision du monde, elle est traditionnelle. Voilà. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Traditionnelle dans le sens de comprendre que selon moi, le monde et l'humanité ne va pas d'un état de barbarie animale vers un progrès et une civilisation éclairée et qu'on serait proche en fait d'être vraiment excellemment supérieurement civilisé. Je pense plutôt que c'est l'inverse. On va vers une forme de dégénérescence. Et le monde moderne est un monde en crise. Et ça n'est pas une crise conjoncturelle, ça n'est pas une crise purement économique. Hein, voilà, on a le même âge, tu sais très bien que depuis qu'on est né, on nous bassine sur la crise, c'est la crise, etc. Et puis ça s'accumule, et puis une crise en chasse une autre, etc. C'est au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est un monde qui prend les choses dans le mauvais ordre, qui considère le matérialisme comme étant la base de tout et qui exclut progressivement et de plus en plus toute idée d'intériorité, toute idée de dimension supérieure à la dimension matérielle, à la dimension humaine, qui ramène tout à l'économie, qui ramène tout à la quantité. Hein, pour paraphraser René Guénon, on est passé de l'âge de la qualité à l'âge de la quantité. Voilà. Et donc, la crise du monde moderne, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est quantifiable, tout est économie, tout est utilité. Voilà. On a une vision utilitariste de tout. On ne se pose pas la question d'une belle forêt, qu'est-ce qu'elle a comme qualité. Non, c'est quoi sa productivité. La Terre est devenue exclusivement productive. Il n'y a pas d'autre dimension que cela, hein, etc. Et moi, ça, c'est ma vision du monde, c'est que grosso modo, on va les choses vont de pire en pire. Et il y a même une accélération, c'est-à-dire que honnêtement, si on regarde les sujets, les possibilités dans la société actuelle d'optimisme sont de plus en plus réduites, sauf à sortir de cette société, on en reparlera. Mais si on reste dans la société habituelle, le monde moderne, avec sa technologie, etc., est-ce que les horizons sont quand même... Enfin, il y a peu de choses désirables là-dedans. Hein. Est-ce que
moi, je trouve pas désirable les sociétés de Klaus Schwab, de Elon Musk et compagnie. Hein. J'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Hein. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont réellement envie de vivre dans ce monde-là. Donc ça, c'est mon postulat de base. Et de cette base-là, ce qui me meut et ce qui me fait me lever le matin, c'est finalement, il y a quand même encore une place pour la spiritualité, pour des choses plus importantes, plus essentielles, pour une philosophie de vie, pour une manière de plus grande de voir les choses. Et heureusement, il reste en fait une capacité à cela. Et en fait, ce qui me fait me lever le matin, la force qui me lève le matin, c'est comment en fait on peut partager cela, comment on peut continuer à partager cela, comment on peut éveiller un petit peu les personnes dans le fait d'avoir des réflexions plus profondes, de voir les choses au-delà du plan matériel, de voir les choses au-delà de la courte vue du présent, d'avoir des visions plus profondes, plus amples, plus larges des choses, plus ouvertes aussi. Et de participer à cela et de faire en sorte que les personnes qui seraient réceptives à cela, eh bien, puissent justement le vivre. Voilà. Et puissent recevoir quelque part une transmission de cette sagesse. Alors, je prétends pas être sage et je prétends pas avoir un enseignement particulier, mais juste d'amener en fait au bon questionnement, d'amener à la juste perspective sur les choses. C'est ça aujourd'hui mon ikigai, puisque ma raison d'être, ma raison de vivre. L'idée aussi, c'est de se dire, au milieu des ruines, on est dans un monde qui court à la ruine, à tous les niveaux, ruine économique, ruine culturelle et ruine anthropologique. Si on regarde, il suffit de prendre les transports en commun dans une grande métropole pour se rendre compte qu'en fait, que les gens qu'on croise sont des zombies. Ce sont des corps qui se meuvent sans rien à l'intérieur. C'est la vacuité complète. C'est le vide, c'est le néant complet. Voilà. Il ne reste comme horizon que la consommation et la distraction. La production, la consommation et la distraction, pour être plus précis. Et donc, au milieu des ruines, comment on fait pour préserver en fait l'essentiel de philosophie, l'essentiel de sagesse, l'essentiel de compréhension, l'essentiel de réflexion, l'essentiel de méditation, de contemplation, etc. Et c'est à cela que moi, j'aimerais participer. Et puis, parce que la voie bouddhique ne fait pas la distinction entre la compréhension et la compassion, ne fait pas la compréhension ne fait pas la distinction justement entre la sagesse d'un côté et le cœur éveillé de l'autre, aussi d'amener dans cette souffrance de la société moderne, dans cette difficulté de vie de la vie moderne, particulière à la modernité, d'amener un peu de réconfort, d'amener un peu de soin, d'amener un peu de chaleur humaine, d'amener un peu de compassion. Voilà. Et donc, c'est cela qui est aussi ce qui me fait me lever le matin, de rencontrer des gens, d'essayer de les aider autant que possible. Voilà. Alors, justement, Eric, pour aider concrètement les gens, je rappelle que tu as fondé un institut et peut-être tu aurais envie d'en parler un petit peu ce soir. L'objectif, comme je le disais au début, de cet institut, c'est de redonner une dimension spirituelle à la santé. Cette dimension spirituelle de la santé, elle existait autrefois, la sagesse grecque, Hippocrate, Galien, Paracelse, etc., considéraient en fait que il n'y a pas de distinction entre le corps, alors il disait le corps, l'âme et l'esprit. Et que donc, une véritable santé, c'est une santé qui intègre
ces dimensions. Or, à partir du 19e siècle, peut-être même un peu avant, mais moi je reviens au 19e siècle parce que c'est lié, je pense, à l'industrialisation. La médecine s'est détachée de la philosophie, la médecine s'est détachée de l'humanisme pour devenir une mécanique chimique et elle s'est prise pour une science qu'elle n'est pas. La médecine, c'est un art. C'est un art avec des bases scientifiques. Et elle s'est détachée et elle a commencé à considérer le corps et la santé comme quelque chose de totalement mécanique. C'est-à-dire que vous avez un système nerveux, un système digestif, un système pulmonaire, un système cardiaque, etc. Et on va aller traiter cela sans jamais prendre en compte l'individu dans sa totalité. Et ça, c'est problématique. Et moi, je suis pour une dimension, pour une santé holistique, une santé qui prend en compte la totalité de la personne. Et une santé sur mesure. On ne traite pas des symptômes, on ne traite pas des personnes, on ne traite pas des maladies, on soigne des personnes. Et des personnes dans leur globalité. Et dans cette globalité, il y a la dimension physique, il y a la dimension psychologique et il y a la dimension spirituelle de la quête de sagesse, d'utiliser la santé aussi comme une porte vers la sagesse. C'est-à-dire que si vous n'allez pas bien, si votre corps n'est pas harmonieux, si vous avez des difficultés, si vous êtes constamment mal, et si vous dédaignez votre rapport à votre corps, il n'y a pas d'élévation spirituelle possible. Donc de redonner en fait, de recréer ce lien entre santé et spiritualité. Donc j'organise des conférences, j'organise des formations autour de ces thèmes, par la pratique de la naturopathie, par la pratique de l'accompagnement spirituel, en fait, d'aider les personnes à surmonter leurs difficultés humaines dans toutes ces dimensions grâce à cet accompagnement global, intégral, total. Voilà. Voilà l'objectif. Il y a un deuxième objectif qui est un peu moins mis en avant, mais qui fait partie de la même chose. C'est-à-dire que pour moi, la spiritualité, c'est aussi une porte pour la libération. Et la liberté profonde, la liberté fondamentale, c'est-à-dire pas la liberté politique, mais une liberté de son esprit, la libération de son esprit. Et cette liberté, en fait, elle n'est possible que si on est autonome et que si on est souverain dans son corps et souverain dans sa manière de considérer sa relation à son corps et ce qu'on en fait. Et donc, moi, mon objectif aussi, c'est d'amener par une éducation à la santé, qui aujourd'hui n'existe pas dans le système éducatif. Il n'y a personne qui éduque nos jeunes enfants, personne qui nous a éduqués, nous, quand nous étions jeunes, sauf à avoir beaucoup de chance. C'est un clin d'œil à ma mère si elle écoute cette vidéo. Et on n'a pas d'éducation à la santé. On n'a pas d'éducation à ce que c'est que la bonne alimentation. On n'a pas de vraie éducation à ce que c'est qu'une vraie hygiène de vie, etc. Et donc, il y a une rééducation à faire. Et donc, il y a l'idée aussi d'amener à cette éducation-là, de compréhension de ce qui est facteur de santé et de ce qui est facteur de maladie, de ce qui est facteur de bonheur et de ce qui est facteur de mal-être, de ce qui est facteur d'harmonie et de ce qui est facteur de disharmonie. Et ça, c'est aussi une des dimensions de cet institut. Voilà. Voilà pour brasser les choses. Et en annexe à cela, je développe aussi un aspect médiatique. Alors, je ne suis pas aussi bien développé que le front médiatique, mais il y a donc j'ai une chaîne YouTube principalement, un canal Telegram, et puis là je viens de lancer une infolettre. Enfin, elle a été lancée il y a 1 an, mais là elle change de dimension pour devenir une sorte de mini site d'information justement sur ces thèmes: santé, sagesse, psychologie, philosophie, et ce nouveau regard en fait sur ces domaines-là.
Voilà, donc voilà un peu la globalité de ce que je fais. Mais justement, moi, j'aimerais t'écouter un petit peu plus sur ce concept aussi dont tu m'as parlé de la souveraineté profonde. Tu l'as abordé un tout petit peu là sur la côté souveraineté corporelle, enfin de notre santé. Et je trouve que d'ailleurs, on manque un peu de mots en français. En anglais, il y a peut-être ça se rapprochera, tu vas nous dire ou pas, l'empowerment, c'est-à-dire la capacité à être plus, je sais pas, plus fort, plus puissant, mais Tout à pas, enfin, au sens de rayonnement aussi. tout à Et fait. donc la souveraineté profonde, il y a cette dimension individuelle, mais il y a peut-être aussi une dimension collective dont tu nous parleras. Et avant que tu répondes, Eric, j'avais envie de rappeler à notre communauté qu'on est donc en direct et que n'hésitez pas donc à poser vos commentaires, vos questions à Eric dans le chat. Je les sélectionnerai et puis on prendra de temps en temps un moment pour te les, voilà, pour te les faire remonter, Eric. D'ailleurs, un petit coucou au passage à François Bleuet qu'on connaît bien sur le front médiatique. Voilà, donc Eric, sur cette question de la souveraineté, j'aimerais t'entendre un petit peu plus et sur ce concept de souveraineté profonde. Alors, c'est des mots, et il faut comprendre que les mots, les mots ont un rayonnement, et que ce rayonnement n'est pas toujours le même pour tout le monde. Donc, je vais expliquer vraiment ce que j'entends par là. Effectivement, tu parlais d'empowerment. L'empowerment, c'est plus l'autonomie, mais si on y réfléchit, pour moi, ça va un peu au-delà de la principe d'autonomie. La souveraineté profonde, c'est je vais expliquer en fait d'où je viens et comment j'en suis arrivé là. Moi, j'ai été pendant un certain nombre d'années militant politique dans des mouvements souverainistes. Voilà. Et je me suis aperçu dans ces mouvements souverainistes que il y avait des gros problèmes qui étaient des problèmes souvent des problèmes d'ego, des problèmes d'inadéquation entre la volonté de souveraineté politique et des comportements qui n'avaient rien de souverain. On a vu des personnalités souverainistes parler en fait de que les non injectés pendant la crise finalement c'était des mauvais et qu'il ne devait pas y avoir de liberté et qu'on devait tous se faire injecter, etc. Ben oui, mais en fait, comment on peut être souverain si on n'est pas déjà souverain sur son corps, de son intériorité? Là, il y a un gros problème en réalité. Donc, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi, j'ai été dans les mouvements, dans certains mouvements alternatifs, notamment proches des tendances de Pierre Rabhi. Et là aussi, j'ai vu en réalité la difficulté qui était que là, il y a peut-être une considération plus juste de la souveraineté. Alors, il ne l'appelle pas comme ça, hein, mais de cela. Mais dans la difficulté qui était que la difficulté dans ces mouvements-là, c'est ce que Louis Fouché appelle très justement le PFH, le putain de facteur humain, qui vient toujours en fait brouiller et amener des difficultés. Ce que je constate en réalité, c'est que aujourd'hui, la société politique moderne, la crise, les tendances profondes qui sont là, politiques, visent à nous priver de notre souveraineté. C'est clair, le projet oligarchique est un projet d'asservissement des populations. Et donc, la lutte profonde, c'est la lutte pour retrouver notre souveraineté. Et cette lutte-là, en fait, ce n'est pas qu'une lutte politique. C'est aussi une lutte philosophique profonde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être souverain? Peut-on être souverain politiquement si déjà on n'est pas souverain de soi profondément? Si on n'est pas souverain de sa santé, si on n'est pas souverain de ses émotions, si on n'est pas souverain économiquement, effectivement aussi, mais si on n'est pas souverain aussi déjà intérieurement. La réflexion, elle est au niveau de qu'est-ce qui nous a servi au quotidien? Est-ce que c'est le politique uniquement? Est-ce que c'est l'économique? Ou est-ce qu'il y a aussi un certain nombre de servitudes intérieures beaucoup plus profondes qui, en fait, nous empêchent de vivre
pleinement la libération, de vivre pleinement la liberté intérieure. Et si on est asservi dans des considérations narcissiques, dans des considérations égotiques profondes, si on est totalement avachi dans un consumérisme, dans le fait que on vit, par exemple, la peur de la mort, tel que ça a été révélé par la crise sanitaire que l'on a vécue. Comment on peut être souverain? Si quelqu'un connaît suffisamment bien vos émotions et ce qui va vous faire agir d'une certaine manière, et que vous n'avez pas de recul sur ces émotions-là, c'est-à-dire que je sais très bien que vous avez peur de la mort, et que si vous avez peur de la mort et que je vous fais peur là-dessus, je peux vous faire faire ce que je veux. Ben, vous n'êtes pas souverain. C'est moi qui suis souverain de vous. Donc en fait, la souveraineté profonde, c'est de comprendre que pour pouvoir être souverain extérieurement, et l'objectif normalement d'une véritable démocratie, c'est la souveraineté populaire, mais encore faut-il que le peuple soit constitué d'individus qui aient suffisamment d'intériorité, suffisamment de capacité profonde d'être au minimum conscients de ce qui les asservit profondément. Au minimum conscients que ils sont tenus par des habitudes de vie, par une manière de considérer, par des autoroutes neuronales qui les font toujours agir de la même manière. Considérer, de voir que quand on est exclusivement cognitivement dans des réactions entre un stimulus extérieur qui donne une réaction immédiate automatique, que notre cerveau est constamment en mode automatique. Ben, on n'est pas souverain, on est un robot. On est au mieux un robot. Et donc, l'idée de la souveraineté intérieure, c'est de reconstruire des individus, des personnes capables en fait de se tenir debout, dans le sens de capable de se tenir et d'avoir ne serait-ce au départ qu'une conscience de tous ces aspects-là. Et de voir à quel point ça influence leur choix, ça influence leur comportement, ça influence leurs décisions. Et ensuite, si on va encore plus loin, après la conscience et la compréhension, c'est comment on peut s'en libérer profondément, ou commencer une libération. Et c'est cela, en fait, ce que j'appelle la souveraineté profonde, c'est de penser que finalement, je pense, c'est mon opinion, que la lutte qui amènera à une victoire possible des peuples n'est pas une lutte politique, c'est une lutte philosophique, c'est une lutte spirituelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, toute opposition à la matrice du système qui nous a servi au quotidien, en fait, est récupérée profondément. Tout est récupéré. Il faut comprendre que la matrice de la société moderne dans laquelle nous sommes a une capacité infinie de récupération. Elle se nourrit même des oppositions. Et donc, on s'épuise dans ces oppositions. Et donc, l'idée, en fait, c'est que pour pouvoir de comprendre que pour pouvoir avoir un impact positif pour les autres, pour la société, pour soi, pour la civilisation, il faut en fait se sortir de l'opposition binaire et commencer d'abord par un travail sur soi. Et ce travail sur soi, il est primordial. Et pour faire simple, j'ai pris du temps pour le dire, mais Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde. Si vous voulez voir advenir un monde qui est fait de plus d'altruisme, de plus de bonté, de plus d'écologie, de moins d'agressivité, de moins de guerre, etc., eh bien, il faut soi-même être plus altruiste,
être moins égoïste, être moins narcissique, être moins agressif, etc., etc. Et donc, le principe de souveraineté profonde, c'est pour pouvoir gagner la souveraineté extérieure, il faut d'abord gagner la souveraineté intérieure. Il y avait un grand maître tibétain qui disait, le plus grand ennemi n'est pas votre ennemi extérieur. Le plus grand ennemi, c'est votre colère intérieure. Parce que c'est celle-là qui est en réalité votre véritable maître. Et c'est celle-là qui vous a servi le plus. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des colères légitimes face à des situations de ce qui se passe, etc. Mais ça veut dire que si vous en êtes inconscient, vous allez agir depuis cette colère et vous allez agir de manière qui peut être dramatique et qui va en fait générer une réaction où vous allez vous retrouver asservi en fait, encore une fois, à la matrice du système qui va récupérer cette énergie-là. Voilà. Et donc, le principe de souveraineté profonde, c'est justement de reprendre la souveraineté de soi. Et cette souveraineté de soi, elle passe par un réalignement intérieur, spirituel, par la compréhension de ce qui profondément nous meut, ce qui est profondément ancré en nous en habitude, et de pouvoir commencer à reconstruire peut-être de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'être. Et ça va ensuite se décliner de manière sous forme de cercle concentrique, c'est aussi la manière dont on considère sa santé, j'en parlais tout à l'heure, la manière dont on considère sa relation à notre monde, la manière dont on considère la relation à notre environnement, la relation avec nos proches, etc. Et ensuite, seulement viendra le principe de la souveraineté locale, de la souveraineté dans des communautés et de la souveraineté éventuellement politique au niveau d'un État, etc. Voilà. Et donc, c'est de revenir à la centralité, en fait. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'on ne rebâtira pas un monde équilibré et harmonieux si les gens ne sont pas équilibrés et harmonieux en eux-mêmes. C'est aussi simple que cela. Voilà. Merci, c'est un concept qui résonne aussi beaucoup ici sur le front médiatique où on en appelle toujours à la souveraineté intellectuelle, à la souveraineté médiatique, à être responsable en fait de ces choix de sources d'information aussi. C'est important. On est tous aussi un média quelque part dans le sens où on est un intermédiaire en fait entre une source d'information et un destinataire. Un parent par exemple est un média dans le sens où il va distiller certaines informations à son enfant et rien qu'en tant que ça, il a aussi une responsabilité médiatique. Sur la souveraineté politique, je fais un petit teaser parce que on va recevoir bientôt le président du gouvernement de Savoie. Je sais que Eric, tu n'habites pas très loin de ce coin-là. Et donc, ce sera aussi une façon de... J'habite même dans cette région-là. Ah oui, tu habites... Oui, voilà, j'étais pas sûr. Mais donc, il y a aussi ce projet de souveraineté politique qu'on questionnera ici sur le front médiatique. Et puis pour revenir aussi un petit peu à la dégénérescence du monde dont tu parlais tout à l'heure, ça m'a fait penser aussi à une émission qu'on a fait il n'y a pas longtemps, vraiment sur le front médiatique, c'était un Lupalu sur Fallait-il tuer Macron, un écrivain qui dénonce justement aussi sinon cet effondrement, en tout cas cet affaissement de la société moderne occidentale, que je vous invite à aller voir aussi si ça vous intéresse. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct, on est là environ 200 personnes à nous suivre en direct, donc merci beaucoup pour votre présence, vraiment. J'avais envie de sélectionner une petite question de François Bleuet, qu'on connaît bien ici sur le front médiatique. Il y a forcément un petit décalage, mais c'est par rapport au bouddhisme. Donc, je te l'affiche, Eric, puis ensuite on continuera sur d'autres projets, je sais qui te tiennent à cœur. Mais là, pour revenir un tout petit peu sur le bouddhisme, parce que c'est aussi quelque chose, voilà, comme on disait tout à l'heure dans la première partie de l'émission, que tu connais bien, intellectuellement et émotionnellement, pour l'avoir vécu tout simplement. Salut la team, connaît-il Serge Julie, alors je ne sais pas, THCAN, du grand véhicule ayant importé le bouddhisme par correspondance? Voilà, question de François Bleuet. Eh ben non, je ne connais pas. J'avoue mon ignorance. C'est une des particularités du bouddhisme, hein, qui est que, en réalité, le bouddhisme est fait de beaucoup d'écoles, de beaucoup de voies, de beaucoup de... Tout revient, en fait, c'est comme un arbre généalogique. Il y a le Bouddha à la base, il y a le tronc, qui a donné de multiples branches. Donc c'est le Chan, oui, dont il parle. D'accord, ouais. Le Chan, c'est ce qui a donné le Zen, c'est une école chinoise, d'origine chinoise. Je ne connais pas
J'avoue, je ne connais pas. Moi, j'étais dans les lignées tibétaines, du Vajrayana tibétain, avec toutes ses particularités. Mais je vais me renseigner et je vais aller voir de quoi il s'agit. Pour moi, Serge Julie, c'est d'autres. Je connais un autre Serge Julie, mais il doit pas être très. Je pense pas qu'il soit très spirituel. Mais, c'est aussi un signe de sagesse que de reconnaître ce qu'on ne connaît pas. Et c'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Je veux dire, Mm. il faut se rendre compte du corpus. Hein. Mm. C'est un corpus immense dont je pense la redécouverte par l'Occident, si l'Occident veut s'y intéresser, ce qui n'est pas forcément évident, est égal à la redécouverte de la philosophie grecque à la Renaissance. Mm. C'est-à-dire que c'est un continent complet de philosophie. Rien que le bouddhisme. Je parle même pas de toutes les écoles hindoues, indiennes, etc. C'est rien que le bouddhisme. Et donc, effectivement, on peut pas tout connaître. Moi, je me suis focalisé sur ma tradition. Hein. Alors, il y a certaines choses que je connais, mais je vais me renseigner. Ça a l'air très intéressant. Ça me fait penser, tu vois, Eric, aussi, ce continent de savoir multimillénaire qui est cette philosophie bouddhiste, à son équivalent aussi en médecine chinoise, oui. J'allais te demander si Tout à c'est fait. quelque chose aussi qui t'intéresse, ce corpus aussi tout à fait Tout à fait, impressionnant. tout à fait. Moi, je me suis posé la question quand j'ai choisi la naturopathie, de me former, alors pas forcément en médecine chinoise, mais en médecine tibétaine, parce qu'il y a aussi tout un corpus de médecine tibétaine, étant donné que je venais d'une lignée tibétaine, qui est quelque part une forme de syncrétisme qui est vraiment situé à la jonction entre la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda. Hein. On retrouve vraiment les deux origines. Alors, une petite Et précision, puis, Eric, sur la médecine chinoise, j'ai appris qu'il y avait la médecine classique chinoise et la médecine traditionnelle, avec celle qui est paradoxalement peut-être plus traditionnelle, qui est la médecine classique, parce que la médecine tout à traditionnelle, c'est fait. celle qui a été ensuite transformée par le communisme et donc qui nous est Tout à parvenue. fait, tout à fait. Je pense que la médecine classique chinoise est très peu accessible aujourd'hui. Mm. Hein, je pense qu'elle va ressortir, mais qu'elle est très peu accessible. Il doit rester des Mm. sages qui la connaissent. Il faut savoir que se former en médecine traditionnelle chinoise complètement, c'est 6-7 ans. La médecine classique chinoise, c'est 15 ans d'études. Hein. Donc, décider de se former à ça, c'est une nouvelle ascèse quelque part. Donc, je m'étais posé la question de la médecine traditionnelle tibétaine. Là aussi, hein, c'est entre 8 et 15 ans d'études minimum. Alors après, on peut choisir des branches particulières, mais et se focaliser là-dessus. Et puis, je me suis dit, mais je vais aller me former où? Et c'était ça la Mm. complexité. Et en réalité, il y avait on a une médecine traditionnelle occidentale. Cette médecine traditionnelle occidentale, c'est la médecine hippocratique. C'est la médecine qui nous vient des Grecs, sous forme de l'hygiénisme, sous forme du vitalisme, et qui est une véritable philosophie médicale et qui est aujourd'hui déclinée dans la naturopathie. Alors en France, la naturopathie est très mal vue par les médias de grand chemin, est très mal vue par le gouvernement, mais l'OMS considère que c'est une approche de santé tout à fait valable et elle la classe comme étant la médecine traditionnelle occidentale. Hein. Et finalement, c'était plus accessible et c'était aussi, ça correspondait aussi, je pense, davantage au milieu ambiant dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement aller coller en fait un système de santé dans un environnement qui est totalement différent. Il va être difficile, par exemple, de pouvoir pratiquer dans toute sa richesse la médecine traditionnelle chinoise parce que l'accession à certaines plantes va être complexe parce qu'on ne les a pas chez nous. Donc il va falloir aller, et si on a un peu de considération pour l'environnement, etc., bon, bah, aller acheter des poudres qui viennent de Chine, etc., c'est. Voilà. Donc moi, je préférais avoir une approche qui soit la plus enracinée possible à ce niveau-là.
Et cet enracinement avec les plantes de chez nous, avec le régime alimentaire de chez nous, avec la manière de considérer en fait, qui est totalement applicable en fait en Europe. Et c'était ça aussi mon choix. Voilà. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes en médecine chinoise, notamment le principe qui est un principe qu'on devrait appliquer, qui est que en fait, le médecin, vous le payez tant que vous êtes en bonne santé. Et puis quand vous êtes malade, c'est là que vous le payez plus et il a intérêt à ce que ça aille. Et donc, il a un intérêt à votre santé et non pas à votre maladie. Et c'est un total renversement, en fait. C'est-à-dire que vous allez le voir pour vous entretenir. Et il va toujours en fait faire en sorte de vous entretenir, comme on entretient sa voiture, comme on entretient aujourd'hui, comme on fait de la maintenance sur nos machines, et que finalement on ne fait plus pour soi-même. Alors que la médecine allopathique occidentale, elle a un énorme problème, c'est qu'elle perdure sur la maladie. Elle fait son business de la maladie. Et je ne dis pas ça pour les médecins. La plupart des médecins, une majorité de médecins sont bien intentionnés. Je dis ça pour les intérêts industriels qu'il y a derrière. Et on ne peut pas dissocier la médecine allopathique occidentale des intérêts industriels qu'il y a derrière. Et ces intérêts industriels qu'il y a derrière, ils perdurent grâce à la maladie. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à ce que vous soyez en bonne santé? On peut se poser honnêtement la question. Et quand on regarde les liens capitalistiques, on s'aperçoit que souvent, eh bien, ce sont les mêmes actionnaires qui détiennent les laboratoires pharmaceutiques et qui détiennent les produits chimiques ou tout ce qui génère en fait la maladie. Et ils ont un intérêt des deux côtés. Donc, donc ce choix était vraiment l'idée de revenir à quelque chose de local. Et puis, oui, j'espère qu'un jour on arrivera à appliquer ce principe en Occident aussi de considérer la santé comme un entretien. Et donc, on paye pour s'entretenir. Et puis, si jamais ça déraille, c'est là qu'on ne paye plus. Ça change totalement la perspective. Ça, en revanche, c'est quelque chose qui est très intéressant. Oui, malheureusement, il y a aussi un petit coup de génie récent qu'on a vu que l'industrie pharmaceutique tirait aussi profit de la non-maladie à travers les injections dites vaccinales. Enfin, c'est un autre sujet, on ne va pas revenir là-dessus. Pour continuer dans cette veine de la santé, de la prévention, de toutes les pratiques en fait qui sont bonnes pour nous, j'avais envie de t'écouter aussi, d'entendre un peu ton point de vue sur les zones bleues. Je sais, Eric, que tu as fait une vidéo là-dessus, sur ce sujet, des zones bleues. Donc, je rappelle à nos internautes que c'est, ou je te laisse le rappeler, peut-être que c'est, oui, en tout cas, c'est des régions dans le monde où on vit très longtemps, mais ce n'est pas forcément un hasard, mon cher Eric. Donc, les zones bleues, c'est né d'études démographiques. Hein, donc, ce n'est pas un truc de médecine au départ, c'est un truc de démographie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des démographes se sont rendus compte qu'il y avait des endroits dans le monde où il y avait plus de centenaires qu'ailleurs. Bon, premier point. Et puis ensuite, en rapprochant un peu l'étude, non seulement des plus de centenaires qu'ailleurs, mais des centenaires en bonne santé. Parce que en Europe et en Occident, on a aussi beaucoup de centenaires. Mais les centenaires que l'on a dans les EHPAD, etc., est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que ça vaut la peine de prolonger la vie pour des années de plus où les gens souffrent en réalité beaucoup, sont sous médicaments, sont sous médication profonde, etc. Et donc, c'est des zones bleues parce qu'en fait, ils ont commencé à entourer ces zones où ils voyaient des anomalies démographiques de longévité et de santé, et ils le faisaient avec un stylo bleu. Donc, ça a donné les zones bleues. Ce sont des zones très intéressantes parce que ce sont des zones où on vit longtemps et en bonne santé. Et ce sont des zones qui ont des particularités, souvent des zones insulaires, pas que, mais même une prépondérance pour les zones insulaires, des zones qui n'ont pas accès à la médecine moderne, donc ils se débrouillent. Et c'est parce qu'ils se débrouillent que finalement, peut-être, il y a des réponses à trouver. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de prendre en main leur santé. Et étant obligés de prendre en main leur santé, ils ont mis en place des pratiques vernaculaires, des pratiques populaires, des pratiques d'autonomie qui leur permettent d'éviter de tomber malade. Voilà. Et donc, c'est au niveau de l'alimentation, c'est au niveau du lien social. On sait très bien que quand vous mettez une personne âgée dans un EHPAD, vous diminuez son espérance de vie de 4 à 5 ans.
partir du jour où ils rentrent dans une EHPAD. Donc, le fait que les personnes âgées ne soient pas isolées, que les personnes âgées aient du lien avec d'autres personnes de la même génération, d'autres générations, etc. C'est aussi une philosophie de vie profonde. Hein, continuer à avoir une utilité. Aujourd'hui, on vit dans une société où, de jeunisme, où à partir d'un certain âge, on est bon à mettre à la poubelle. Volontairement, j'utilise ces mots-là, mais il suffit de voir qu'est-ce qu'on fait des seniors dans les entreprises. On les met à la retraite anticipée, plutôt que d'utiliser leur expérience accumulée. Qu'est-ce qu'on fait des personnes les plus âgées qui tombent dans une forme de dépendance? On les met dans des institutions spécialisées, finalement on les cache de la société, on les exclut de la société. Et cette exclusion-là, elle est factrice en réalité de mal-être et au bout du compte de sociétés qui ne savent pas prendre en main. Et je ne vais même pas parler en fait de ce qui s'est passé dans les EHPAD pendant le Covid, parce qu'on pourrait là aussi ajouter beaucoup de choses, et je ne veux pas faire sauter votre chaîne non plus. Hein, mais ceux qui s'y intéressent savent de quoi je parle. Hein. Donc, le lien social, l'hygiène de vie, l'activité physique, la sédentarité, c'est terrible. C'est quelque chose de terrible. Le lien social, la santé, l'alimentation, ce sont des personnes qui ont gardé en fait des alimentations biologiques par un état de fait et diversifiées, qui n'ont pas été encore exposées à la bouffe industrielle, toute la malbouffe, toutes les saloperies. D'ailleurs, c'est un problème parce qu'il y a certaines zones bleues comme Okinawa au Japon qui n'en sont plus parce qu'ils sont progressivement envahis par l'agroalimentaire américaine. Mais donc, et ces zones-là sont très intéressantes parce qu'il y a plein de leçons à tirer. Je vous renvoie à ma vidéo sur ma chaîne si vous voulez avoir plus de choses là. Et en fait, derrière nous, avec une collègue qui s'appelle Laureline, on a envie de lancer quelque chose qui est en fait de créer des zones bleues en France et de repartir en fait sur le fait de redonner de l'autonomie à des territoires sous forme de villages, des écolieux, des communautés humaines de petite taille, et de réintroduire tous ces principes d'hygiène de vie et tous ces principes d'hygiène, même au-delà de l'hygiène de vie, de considération du lien social, de ce que c'est que faire communauté, que vivre ensemble, etc., pour redonner, pour en faire des zones bleues. Alors l'objectif, c'est pas de générer de la longévité pour de la longévité, c'est de redonner en fait une qualité de vie qui soit autre, une qualité de vie, une vie épanouie, en bonne santé, et pourquoi pas en longévité. Voilà. On peut y arriver parce que, en réalité, si on regarde aujourd'hui des chiffres dramatiques là-dessus, l'état de santé des gens, 80% des hospitalisations aujourd'hui, et on n'arrête pas de parler des hôpitaux qui sont saturés, etc. 80% des consultations en médecine libérale, 80% des hospitalisations aujourd'hui sont liées à ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Et les maladies de civilisation ont 4 causes principales: la malbouffe, le stress, la sédentarité et la pollution. Si vous supprimez progressivement la pollution, la sédentarité, le stress et la malbouffe, potentiellement vous réduisez le nombre de maladies de 80%. Et cela, il n'y a pas besoin d'avoir recours à des laboratoires pharmaceutiques pour le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à une industrie pour pouvoir le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir recours, il n'y a pas besoin de chercher à faire plus. Au contraire, c'est à faire moins. C'est revenir à des modes de vie qui étaient en fait nos modes de vie d'il y a 50, 60, 70 ans, on va dire. Qu'est-ce qui fait? Aujourd'hui, il faut juste se rendre compte d'une chose, c'est que la longévité, l'espérance de vie dans les pays les plus industrialisés commence à baisser. C'est-à-dire que pendant des années,
Je ne sais pas si tu te souviens, quand on était jeune, on nous disait la France est un pays qui a un des meilleurs systèmes de santé, ce qui fait qu'on a une des meilleures longévités du monde, et qu'elle progresse régulièrement. Aujourd'hui, elle stagne. Et demain, elle va commencer à décliner. Aux États-Unis, elle décline déjà. Du fait de ces maladies de civilisation. Du fait aussi que nos grands-parents ont eu une chance extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils se sont encore nourris sans tous les intrants chimiques qui sont venus dans les années 60. Quand ils étaient jeunes, on mangeait encore bio, mais pas parce qu'ils avaient envie de manger bio, c'est parce qu'il y avait que ça. Voilà. Et aujourd'hui, à force d'avoir détruit une grosse partie de l'agriculture, à force d'avoir amené tous ces intrants chimiques, à force d'avoir amené toute cette pollution, tous ces perturbateurs endocriniens, etc., on est en train de détruire la santé profonde. Et ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit juste de simplifier les choses et de revenir à des systèmes agricoles, des systèmes alimentaires, des systèmes sociaux, des systèmes de liens humains dans les communautés qui vont véritablement donner aux hommes, en fait, cette autonomie aussi. Et, in fine, cette meilleure santé, cet épanouissement, parce que je pense que c'est une vie qui est beaucoup plus intéressante à vivre qu'une vie citadine où on va faire ses courses dans un supermarché le samedi et où on prend sa bagnole et où on est isolé parce qu'on ne connaît pas ses voisins et parce qu'on n'a pas de contact humain dans les grandes villes. Voilà. Tout ça, ce sont des facteurs de vie, des facteurs de bonheur, des facteurs d'épanouissement. Voilà. Et là, on est dans quelque chose qui est à la fois spirituel, parce qu'il y a un fondement spirituel, et en même temps très concret. Je parle depuis le début de cette interview de la spiritualité, mais il faut voir que la spiritualité, ça peut être aussi des choses très concrètes. C'est recréer du lien, c'est redonner envie de vivre, c'est redonner un art de vivre profond. On avait autrefois en France, la France a été longtemps un pays de cocagne, où on vivait extrêmement bien, et on le savait, on avait une super alimentation, on avait la gastronomie, on avait un mode de vie. Les Français, il y a 45 ans, étaient le peuple le plus joyeux d'Europe. Il y avait des statistiques qui montraient que c'était le peuple qui riait le plus, etc. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, tout ça a été détruit, profondément, si vous y réfléchissez. Aujourd'hui, la France, c'est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs et de psychotropes du monde, par consommation par tête de pipe. Du monde. Donc, on est passé du pays de cocagne à un pays de dépressifs. Et on est passé d'un pays qui avait une qualité de vie que tout le monde nous enviait, une envie de vivre ensemble, une joie de vivre, que tout le monde nous enviait dans le monde entier. Le modèle français était un modèle, dans les années 50, 60, qui était un modèle envié par tous. À aujourd'hui, être un pays, mais regarde, quand on voit l'état mental des gens, l'état de souffrance, l'état de dépression, c'est impressionnant. Je travaille aussi sur le burn-out. C'est une de mes interventions. La France est le pays qui a le plus de souffrance au travail. La France est le pays qui, en proportion, a le plus de gens en arrêt maladie pour des raisons de souffrance psychologique au travail. Tout ça, c'est des choses qu'on peut prendre en main et on peut aller changer les choses. Et donc, l'idée, en fait, c'est de créer un projet d'éducation à la santé, d'éducation profonde à la santé, de rééducation à la santé, dans des communautés humaines à taille humaine, à petite taille. On va commencer certainement par des villages. On va commencer l'expérimentation dans un village de Savoie, et de ramener en fait cette éducation fondamentale qui va recréer et qui a des vertus phénoménales. Et d'ailleurs, on est en train d'en discuter avec le centre BNB France. BNB, c'est le centre qui travaille sur le bonheur national brut, qui est aussi une dimension, une autre manière de voir les choses. Et on s'est aperçu, en commençant à travailler avec eux, des synergies profondes qu'il y avait entre le BNB, la philosophie du BNB et la philosophie des zones bleues. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'espère qu'on va réussir à donner de l'envie
En tout cas, je pense que c'est aussi un besoin profond. Il faut penser qu'en France, dans la ruralité, il y a d'énormes problèmes. Le premier qui est la désertification médicale. Et l'autonomie en santé peut être une réponse à cette désertification médicale. Voilà. Et il y a un deuxième problème qui est la ruralité. En ruralité, c'est là qu'il y a le plus de personnes âgées isolées. Une difficulté, en fait, de voir que des communautés, des villages vieillissent du fait que les jeunes partent travailler ailleurs pour des raisons de manque d'attractivité économique. Et donc, il y a plein de choses à faire pour, justement, en recréant des liens autour de ces idées-là, pour régénérer de l'attractivité, pour régénérer de l'envie, si on recommence à produire sur place, etc., pour nourrir les gens, eh bien, ça va recréer des choses et c'est quelque chose qui peut être un facteur de transformation en prenant par ce biais-là, en comprenant que ensuite le développement et les ramifications peuvent être extrêmement diversifiées et profondes. Voilà. Mais Alors, justement, Eric, il y a pas mal de commentaires sur ton projet de zone bleue. Alors, j'en affiche un à l'écran. Merci Nathalie Patureau. Donc, je suis naturopathe, sophrologue et psychopédagogue dans le 64. 64, c'est vers les Pyrénées, je crois. Hein. Voilà, je suis intéressé par vos projets. Comment peut-être les gens peuvent te soutenir? Je vous invite, Nathalie, à prendre contact avec moi. Je vois que vous êtes sur Facebook, donc vous allez trouver mon Facebook. Et puis, on va bientôt annoncer des choses. Le projet s'appelle Bulle Bleue au pluriel. Donc, bientôt, voilà, pour l'instant, on n'a pas de site, etc. On est dans la création, du projet, la création d'un pilote aussi, comme je disais, dans un village de Savoie. Mais ça va venir. Prenez contact avec moi via Facebook. Et puis, une fois qu'on aura le contact, eh bien, D'accord. voilà. D'accord. Je vais rappeler après aussi ton canal Telegram et ton infolettre. Et une petite question ou une remarque de François Bleuet, je te la soumets, donc là, Oui. qui nous propose un petit peu la contradiction. Et vous savez qu'on aime bien sur le front médiatique aussi les points de vue différents. Le Bhoutan, donc, et son fameux bonheur national brut dont tu parlais aussi tout à l'heure, Eric, s'est fait vacciner, on va dire, à 100%. Donc, voilà, est-ce que déjà tu peux confirmer cette information? Et puis, est-ce que tu avais Je ne m'intéresse pas commentaire? plus que ça à ce qui se passe au Bhoutan. L'information ne m'était pas arrivée. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Il ne s'agit pas de considérer que le Bhoutan serait un paradis. Il y a plein de problèmes au Bhoutan. Vous pourriez être allé. Il y a aussi un énorme problème qui est lié à la main-d'œuvre immigrée et la manière dont elle est traitée, hein, parce qu'il n'y a pas assez de monde au Bhoutan pour construire les routes dont ils ont besoin pour leur développement économique, etc. Donc, ils utilisent de la main-d'œuvre népalaise principalement, et elle est. Disons que les traitements, pour avoir vu les centres de réfugiés du Bhoutan, etc., c'est pas non plus totalement joyeux. Donc, je suis pas, je suis pas naïf sur la réalité du Bhoutan. Simplement, il y a un principe qui est un principe qu'ils ont mis en place, qui est très intéressant. Alors effectivement, il y a des imperfections partout, mais qui est ce principe de ne pas mesurer la richesse sur le produit national brut, mais sur l'idée de bonheur national brut et d'épanouissement. Et qui prend beaucoup d'autres critères, comme la préservation de l'environnement, comme la préservation des communautés humaines, comme la préservation de la culture, etc., qui est vraiment très intéressante et dont on pourrait beaucoup s'inspirer. Voilà, parce que il est évident aujourd'hui que le principe économique, et là je reprends ma casquette d'économiste quand j'étais plus jeune, le modèle économique est à bout de course. Plus personne ne peut croire que la croissance à tout va pendant encore 20 ans, 30 ans est possible. C'est pas vrai.
Et donc le produit, la croissance du PIB, la croissance du PNB, ce sont des valeurs qui ne correspondent plus à rien. Et puis, on s'aperçoit qu'on a beau être riche, la souffrance humaine, elle n'a pas changé d'un iota. Et les sociétés les plus riches sont les sociétés en réalité aussi les plus pauvres. Parce que si on regarde le pourcentage de la population qui est sous le seuil de pauvreté, elle ne cesse elle aussi de croître. Voilà, donc il y a aussi cette croissance-là. Donc, comment faire mieux plutôt que faire plus? Comment considérer les choses de cette manière-là? Et c'est ça qui est très intéressant. Voilà. Donc, oui, le Bhoutan a aussi ses problèmes et il ne s'agit pas d'être naïf là-dessus. Et donc, merci Nathalie, merci François pour vos commentaires. Je vous invite, chers auditeurs, à les mettre dans le chat. Et puis, de temps en temps, on en pioche une comme ça. Effectivement, j'avais envie de rebondir, Eric, sur cette notion de PIB, parce qu'il y a cette petite phrase que j'aime bien, qui est que croire qu'une croissance infinie dans un monde fini, il faut être soit fou, soit économiste, pour dire quelque chose comme ça. C'est très bien, c'est une belle manière de voir les choses. J'avais envie de te demander, Eric, à ce stade de l'émission, s'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose, et puis la réponse éventuellement qui irait avec. Comment je vis aujourd'hui la dénonciation médiatique et politique des médecines alternatives et de la naturopathie. On a un peu parlé, mais rapidement. Voilà, ça aurait pu être une question intéressante. En fait, je la vis en me disant que tout cela est aussi un signe des temps et qu'en fait, ce sont des combats d'arrière-garde et qui me rendent plutôt optimiste en réalité parce que les combats d'arrière-garde sont certes les plus violents, mais prouvent une chose, c'est qu'en fait, ils ont déjà perdu. Et en réalité, la vague est en réalité plutôt positive dans notre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des gens se disent intéressés par tout ce qui est alternatif. C'est énorme. Et envisagent de commencer à aller voir ces praticiens-là plutôt que d'aller voir la médecine. Il y a eu une perte de confiance dans la médecine avec les années de crise sanitaire que l'on a vécues. Il y a beaucoup de remises en cause qui ont lieu. Et en fait, c'est parce qu'ils ont peur de cela qu'on voit toute cette violence. J'avais vu aussi un chiffre passer, je ne sais pas ce qu'il vaut, je n'arrive pas à le retrouver, mais qui disait qu'environ une centaine de milliers de personnes en France chaque année sortent du système productiviste, consumériste pour aller vers autre chose, que ce soit la permaculture, que ce soit les communautés, que ce soit les éco-villages, que ce soit les tiers-lieux, que ce soit de retourner dans les néo-ruraux, etc. Ça aussi, c'est le même mouvement, je pense, et c'est très encourageant. Voilà. Donc plutôt que de voir le risque et de voir les choses comme étant problématiques, je préfère aussi voir que en réalité, je pense qu'une partie, et on peut s'en réjouir, du combat est gagné. Quelle que soit l'alternative dont on parle, en fait. Voilà. Et on a gagné, pourquoi? Parce que, enfin, on est en passe de le faire, non pas parce qu'on s'est battu contre le système, mais parce qu'on est en train de créer un monde alternatif à côté, et que là-dessus, en fait, ils peuvent vouloir faire des lois anti-séparatisme, etc. Ça ne marchera pas. Profondément, ça ne marchera pas. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que leur seule alternative pour arriver à nous faire entrer en rang, c'est quoi? C'est de la guerre. Ok. Avec 3 jours de munitions, qu'ils y aillent. Voilà. Voilà pour une question qu'on aurait pu aborder. Mais moi, je suis plutôt optimiste là-dessus, en fait. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent, disait un philosophe. Tout à fait. Tout à fait. Un peu
Pour revenir à quelque chose de peut-être un petit peu plus personnel aussi, Eric, j'avais cette question que j'avais envie de te poser sur une faiblesse ou une part d'ombre que tu aurais encore à travailler. C'est une question peut-être un peu intime, tu pas, voilà, pas évidemment obligé d'y répondre, mais Moi, ça moi peut être aussi inspirant pour les gens euh, qui nous suivent de voir qu'on n'est pas des héros. Moi, le premier, j'ai mes problèmes. On a tous nos moi, soucis. j'ai adoré être en retraite. Et j'ai adoré l'isolement. Et j'ai adoré la solitude. C'est une réalité. Et c'est vrai que c'est confortable, en fait, de se dire, moi, je suis dans mon coin, dans ma montagne, je médite, foutez-moi la paix. Et des fois, j'ai quand même une envie, en fait, de retourner là-dedans et me dire, putain, mais quand même, les choses sont compliquées. Ma vie n'est pas la vie la plus simple qui soit, même si je suis optimiste fondamentalement. J'ai des difficultés. Et des fois, j'ai comme une envie de me dire, est-ce que je serais pas mieux en fait dans un ermitage de montagne et que personne m'emmerde. Et donc, il y a certainement une part d'ombre là-dedans qui est que, oui, j'ai parfois du mal à me sentir face à un défaut d'alignement des gens que je peux rencontrer, etc., de vouloir un peu rentrer dans mon huître. Voilà. Et certainement là-dedans, il y a une suite, il y a des peurs que j'ai pas encore complètement, je suis pas encore complètement allé au profond de la compréhension de ces peurs-là. Voilà, pour être pleinement franc et ouvert avec vous. Bah, merci d'autant plus de venir partager en public, en fait, ces interrogations, puisque j'imagine que c'est pas forcément naturel pour toi. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas, mais j'imagine aussi pour toi de venir comme ça, publiquement, s'exposer. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que dans une démarche spirituelle, il y a une part qu'on appelle l'oignon, c'est-à-dire qu'on enlève on enlève comme des couches, on enlève des voiles, on dévoile des choses, etc. Et puis on en enlève une et on se dit, bon, bah, ça y est, là, j'ai déposé des choses, c'est bien. Et puis on s'aperçoit qu'il y a une couche en dessous et puis il y a encore une couche en dessous. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de révéler encore des choses parce que le chemin est sans fin en réalité. Et l'objectif, il n'y a pas de but, le chemin est sans but. Il y a des koans zen là-dessus, de dire on ne cherche pas à arriver quelque part. Ce qui est important, c'est pas l'arrivée, c'est pas le but. L'important, c'est le chemin. Et c'est une belle vie en fait que de faire ce chemin d'interrogation personnelle, de recherche sur soi, de compréhension, etc. C'est pas facile. Je disais au début de cette interview, c'est une ascèse, mais c'est aussi un beau chemin. Et voilà, il faut. Et au bout du compte, c'est aussi apprendre à s'assumer. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas peur de mes zones d'ombre. Même, je peux les revendiquer d'une certaine manière. Je peux le faire de manière assez authentique. Donc, effectivement, parfois dans les relations humaines, mon envie serait de couper les ponts et de retourner dans ma coquille, retourner dans mon chalet de retraite. Voilà. Mais là-dessus, c'est aussi mon parcours qui m'a amené à ça à un moment donné. Voilà. Et puis, ça donne encore un objectif. Il y a du chemin encore à faire. Une question de François Bleuet que je salue encore une fois au passage. Par rapport au bouddhisme, un bouddhiste doit-il prévoir de se battre jusqu'à la mort pour éviter d'avoir à faire la guerre? C'est une question philosophiquement extrêmement profonde. Il y avait l'exemple que je vais donner est celui de la guerre du Vietnam. Et un mouvement qui est très peu connu, mais qui a beaucoup fait en fait pour la fin de la guerre du Vietnam, qui étaient ces moines qui allaient jusqu'à s'immoler par le feu pour faire cesser les hostilités, qui en arrivaient à ces extrémités-là. Ça a pris du temps,
Mais effectivement, de dire, nous refusons d'être Thich Nhat Hanh, oui, je vois le nom qui apparaît, qui était aussi, il a failli être prix Nobel de la paix, Thich Nhat Hanh, et puis ça plaisait pas aux Américains, et donc c'est Martin Luther King qui l'a eu cette année-là. Mais il était dans le mouvement pacifiste pour une résolution pacifiste du Vietnam. Et il a tout perdu dans cette histoire parce que il a dû émigrer en France, il a perdu beaucoup de choses. Mais il n'a pas eu peur d'aller au bout de ses convictions. Donc un bouddhiste doit-il prévoir de se battre jusqu'à la mort pour éviter d'avoir à faire la guerre extérieure? En même temps, après, voilà, c'est une question d'affinité personnelle. Il n'y a pas de réponse toute faite, parce que qui est l'ennemi? C'est ça la question profonde. Qui est l'ennemi? Et est-ce qu'il y a des guerres qui peuvent être justes à mener? J'en sais rien. Si un bouddhiste français dans les années 1940, ça n'existait pas, il n'y en avait pas. Mais est-ce qu'il aurait été résistant, par exemple? Ou est-ce qu'il aurait trouvé une troisième voie? J'en sais rien. Ça, c'est dans le secret de sa conscience personnelle qu'on va trouver une solution, et il n'y a pas de solution toute faite. Le principe était un des principes de l'éthique bouddhiste, c'est que ça n'est pas une éthique absolue. C'est une éthique de la pleine conscience. C'est-à-dire que c'est à soi, avec sa conscience, d'agir au plus juste. Et donc, ça nécessite une capacité de réflexion et une capacité d'introspection profonde et une capacité de méditation pour observer profondément ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, la question était sur le ton de l'humour, mais très bien. Mais il y avait un côté profond qui était intéressant. Le côté humour, c'était par rapport à ça m'a fait sourire. Je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, mais François Hollande, il a un ex-soldat US vient de s'immoler, mais Greta Thunberg a critiqué le bilan carbone. Bon, c'est de l'humour noir, mais ça me fait. D'accord. Une autre, bon, encore un commentaire de François, dit autrement, offres-tu le café si les enrôleurs de force débarquent chez toi via la loi de programmation militaire? J'en sais rien. On verra. Voilà. Ça arrive. Par principe, je serais objecteur de conscience, je pense. Aujourd'hui, il faut savoir que j'ai découvert que l'objection de conscience avait été plus ou moins abolie en France, alors qu'elle avait été reconnue dans les années 60. Donc potentiellement, ne pas répondre à la programmation militaire, c'est 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. Ben, je ne sais pas, on verra. Hein. Pour l'instant, je suis dans le présent. On adaptera en fonction de ce qui se passera. Mais par principe, je dirais que j'essaierai d'être objecteur de conscience. Si c'est possible. Allez, on se dirige vers la fin de cette émission. Eric, j'avais envie, pour terminer, te proposer un rêve, une situation. Ça m'a fait penser, oui, cette citation de Bernanos que tu m'avais proposée. Je te laisse peut-être la dire parce qu'elle résonne aussi avec un commentaire un peu plus haut qui parlait de l'économie, voilà, basée sur c'était François encore, donc parlant du problème du PIB et de la croissance infinie, sauf si l'économie est basée sur la connaissance du vivant. Et Bernanos, je cite la citation que tu avais envie de. Tu peux la reciter parce que je ne l'ai pas en tête exactement. On ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Tout à fait. Tout à fait. Je la commande de deux manières. C'est la mode du conspirationnisme. Et il y a une conspiration énorme qui est la conspiration contre la vie intérieure. Voilà. C'est-à-dire que progressivement, le système, la matrice, pour employer un terme pop,
est en train de détruire toute possibilité d'intériorité. C'est-à-dire qu'il ne reste que la distraction. On nous propose la distraction infinie. Le silence n'existe plus dans nos sociétés, si on regarde profondément. Alors, si vous habitez à la campagne, vous pouvez encore trouver du silence. Mais Et encore, on entend les oiseaux toute la journée. Je suis bien placé pour le non, savoir. mais c'est au-delà des oiseaux, c'est le silence humain. On entend toujours des voitures, on entend toujours du grésillement électrique, on entend toujours quelque chose. Et si vous habitez en ville, il y a toujours un fond sonore, il y a toujours une petite musique quand vous allez au supermarché, etc. Et en fait, un des trucs que disait le Dalai Lama quand il y a eu l'invasion du Tibet, c'était ils nous ont tout volé, y compris notre silence. Parce que le Parti communiste chinois avait mis des haut-parleurs qui crachaient de la propagande toute la journée dans Lhasa. Et en fait, la modernité, c'est pas que les communistes, la modernité est en train de nous voler notre silence, notre droit à avoir des moments de répit. Et ça, je pense que c'est le trait le plus fondamental de la crise moderne. C'est-à-dire qu'on n'a plus de place pour prendre du temps pour soi, pour se retirer, pour ralentir, etc. J'ai écrit un post récemment pour dire même le scepticisme aujourd'hui est mal vu. Le scepticisme face à la guerre, le scepticisme face à la propagande, le scepticisme face à tout, alors que l'école sceptique est une des plus belles écoles philosophiques occidentales, qui nous apprend la suspension du jugement, la possibilité de prendre du recul et de suspendre son jugement sur tout un tas de sujets, et de dire moi je ne sais pas, laissez-moi le temps d'y réfléchir, laissez-moi le temps de suspendre notre jugement. Ben ça, on n'a plus le droit. Aujourd'hui, il faut être pour quelque chose, contre. Vous êtes anti-ceci, pour cela. Il faut tout le temps prendre fait et cause pour un côté ou pour un autre. Et ça, c'est terrible parce que c'est un appauvrissement complet, en fait, de la réflexion humaine. Donc voilà, c'est un bon résumé, je trouve, de la situation dans laquelle on est, à la fois globale depuis des dizaines d'années et plus particulière en ce moment. Pardon, je rallume mon micro. Tu avais aussi envie de partager, Eric, un rêve. Du coup, je le cite ici, qui est de réintroduire de la spiritualité dans un monde qui en a bien besoin. Est-ce que, oui, tu pourrais nous commenter un petit peu cette aspiration profonde? Oui, l'homme moderne a perdu sa spiritualité, a perdu, tout est ramené en fait à des conditions bassement matérielles. Tout est ramené à l'utilitarisme. L'utilitarisme est presque pire que le matérialisme. C'est-à-dire que tout est ramené à une utilité. Tout doit être utile. Même la spiritualité devient utilité. On ne médite pas pour développer sa spiritualité, on médite pour aller mieux. On ne fait pas du yoga pour connaître l'extase yogique. Non, on fait du yoga pour être en meilleure forme. Donc, faire les choses gratuitement, faire les choses pour les faire, être dans la contemplation, prendre du temps pour soi, avoir un jardin intérieur, avoir la possibilité de réflexion profonde, prendre du temps pour méditer, pour se comprendre, pour essayer de comprendre. En fait, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Quelqu'un qui prendre ce temps-là, c'est être déjà à la marge. Et donc tout cela, certainement, je pense que beaucoup d'auditeurs et de spectateurs du front médiatique font partie de ces personnes à la marge qui sont quand même chacun à son niveau, pas forcément en réfléchissant de manière très spirituelle telle que je peux l'entendre, ou absolue, etc. Mais chacun à son niveau. Déjà, le fait de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on vit,
d'avoir un temps de recul sur les choses, etc. Il faut savoir qu'en faisant ça, on est des marginaux. Et donc, si on pouvait redonner un peu d'étincelle, redonner accès à une réflexion plus sur tout ce qui est de l'ordre du suprasensible, tout ce qui est de l'ordre du métaphysique, tout ce qui est de l'ordre de l'être plutôt que de l'avoir, de l'être plutôt que du matériel. Et si on pouvait arriver à ça, ben c'est un rêve, voilà, la possibilité de recréer des sociétés peut-être un peu plus éveillées, un peu plus spirituelles. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Eric, d'avoir pris le temps de nous partager. Merci pour l'invitation. Merci à tous pour votre présence ce soir. Mais c'était vraiment une joie, en effet, de t'écouter, beaucoup de gratitude aussi pour avoir pris ce temps de nous partager ces quelques moments de ta vie. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi, donc il n'y a pas de... Tout va bien. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à la communauté aussi et à toutes et tous de nous avoir suivis. C'est grâce, vous le savez, à votre soutien et à votre présence que nous gardons l'élan de faire vivre le front médiatique bénévolement. Merci beaucoup. Comme vous le savez, on ne fait pas ça pour la gloire ou pour l'argent. On fait ça par devoir de résistance aussi, face à la propagande généralisée, par plaisir aussi, on ne va pas se le cacher, de partager des moments riches comme ce soir, riches d'informations, de connaissances et riches aussi de bienveillance entre nous. On le voit encore dans le chat. Merci beaucoup pour cette considération que vous avez les uns les autres. Riche d'espoir aussi, qu'on a le pouvoir de construire peut-être un monde meilleur. Et dans le meilleur des mondes, roman d'Aldous Huxley, la technologie est un puissant outil que les gouvernements utilisent pour asservir une population maintenue dans un état de bonheur superficiel. Eric nous rappelle ce soir, je pense que tu ne seras pas en désaccord avec cette conclusion, qu'un autre monde est possible, justement, un monde où le bonheur n'est pas de se faire injecter des produits commerciaux dans le corps, mais plutôt un monde où on peut vivre 100 ans, souverainement, naturellement et heureusement. Magnifique. Donc, merci encore, Eric. Merci beaucoup à tous et à bientôt sur le Front Médiatique. Merci beaucoup. Au revoir.